Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Le président Alassane Ouattara a reçu ce samedi à sa résidence de Cocody le ministre d'État du Qatar, Mohamed bin Abdulaziz Al Khulaifi. Au cœur des échanges, le renforcement des relations bilatérales entre Abidjan et Doha, mais aussi les grands dossiers d'intérêt commun, notamment dans les domaines de l'économie, des investissements et de la sécurité. Nous irons à Abuja dans ce journal où s'est tenue la réunion régionale des pays africains pionniers dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Clôturée ce jeudi, cette rencontre a permis de dresser un état des lieux, des avancées, mais aussi de réaffirmer un engagement collectif face à des défis persistants. Puis, nous nous rendrons à Bamako, au Mali, où la tension politique reste palpable. Si la manifestation annoncée hier par les partis d'opposition a été reportée en raison de l'interdiction des activités politiques, ces dernières 48 heures, plusieurs figures politiques auraient été enlevées ou ciblées par des tentatives d'enlèvement. On va ouvrir ce 13h avec ce télégramme officiel du chef de l'État, Alassane Ouattara, adressé à sa sainteté, le pape Léon XIV. Très Saint-Père, c'est avec une profonde joie que je vous adresse au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes vives, mes plus chaleureuses félicitations suite à votre élection au souverain pontificat. Votre accession à la plus haute charge de l'Église catholique constitue une espérance renouvelée pour des millions de fidèles à travers le monde et particulièrement en Afrique, où votre message de paix, de justice et de fraternité est accueilli avec foi et espoir. La Côte d'Ivoire, pays qui prône le dialogue interreligieux où toutes les religions vivent ensemble dans la paix, se réjouit de poursuivre et de renforcer ses relations confiantes avec le Saint-Siège sous votre auguste pontificat. Tout en vous réitérant mes félicitations, je vous prie de recevoir tous mes vœux de succès et de réussite dans votre haute mission, très haute considération. Le président Alassane Ouattara a accordé une audience ce samedi à sa résidence présidentielle à Cocody au ministre d'État qatari, Dr Mohamed bin Abdulaziz Al Khulaifi. Et les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et des sujets d'intérêt commun. Une rencontre qui témoigne de la vitalité des relations entre Abidjan et Doha. La conférence régionale pour la protection de l'enfance s'est refermée hier jeudi dernier donc à Abuja avec de nouveaux engagements forts, une mobilisation politique de haut niveau autour d'un fléau encore trop présent. Les États promettent des actions concrètes pour un continent sans violence contre les plus jeunes. Envoyé spécial à Abuja, Diarasouba Ami. 14 pays pionniers africains réunis à Abuja au Nigeria pour réfléchir autour des priorités identifiées et des actions essentielles pour mettre fin à la violence contre les enfants. L'essence de cette rencontre est de favoriser l'apprentissage entre pairs et l'engagement des parties prenantes à travers l'Afrique sur l'agenda de l'élimination de la violence contre les enfants. Nassene Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, porte la voix de la Côte d'Ivoire à cette assemblée. Aujourd'hui, le taux d'enfants scolarisés en Côte d'Ivoire avoisine presque les 100%. Nous avons certainement 4% d'enfants pas encore scolarisés, mais nous travaillons à ce que ça devienne 100%. Et la plus belle des révolutions a été l'école obligatoire à 0 francs. Et aujourd'hui, avec l'école, les enfants s'expriment et avec des programmes tels que Strong Family, les familles sont aussi sensibilisées. Sur l'agenda 2030, la Côte d'Ivoire a posé des actions, réalisé des progrès, mais malgré cela, des défis restent à être relevés. Nous avons, en la personne de la Première Dame, son Excellence Madame Dominique Ouattara, une avocate sûre. Et à travers sa fondation, Children of Africa, qui existe depuis 1998, des actions concrètes ont été posées, telles le centre d'accueil des enfants de Soubré, celui de Ferké-Sédougou, celui de Boaké
avec les enfants en conflit avec la loi. Nous avons compris le concept que dans les plus vulnérables, la mère et l'enfant forment un couple. L'Alliance mondiale pionnière, cheville ouvrière de cette rencontre, a été officiellement lancée à Bogota en Colombie le 8 novembre 2024, lors de la première conférence ministérielle mondiale sur la lutte contre les violences à l'égard des enfants. En mars 2025, 42 pays à travers le monde ont rejoint l'Alliance, dont 14 pays africains. La start-up EasyChain remporte le premier prix au Forum africain de la recherche et de l'innovation. Une victoire saluée pour son projet de fluidification du commerce portuaire sous-régional. C'est un grand pas pour l'innovation technologique ivoirienne sur la scène africaine. Précision, Mahama Traoré depuis Cotonou. Bien que proches, les ports des pays de l'Afrique de l'Ouest échangent difficilement entre eux. Le projet innovant de la start-up ivoirienne EasyChain de faciliter leurs échanges en affrétant un bateau a donc séduit le jury du FARI, Forum africain pour la recherche et l'innovation. La jeune entreprise ivoirienne décroche donc le premier prix de ce concours organisé par la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'idée, c'est de mettre un tout petit navire de 1100 tonnes au niveau du port de Lomé, en fait, qui va desservir la côte ouest africaine. On a 9 employés et on vise 50 emplois directs dans les zones qu'on compte couvrir, notamment le Togo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal pour un début. C'est un grand honneur qui rejaillit sur toute la Côte d'Ivoire et particulièrement au président de la République et à tout son gouvernement qui n'ont de cesse d'appuyer la jeunesse pour que l'entrepreneuriat devienne une réalité chez nous. Pour déployer ce projet d'intégration, la CEDEAO met à la disposition de l'entrepreneur ivoirien 25 000 $ comme fonds d'appui. Les deuxième et troisième prix sont respectivement revenus à des startups ghanéennes et béninoises. À l'instar de la CEDEAO, ce deuxième FARI s'achève sur une note d'espoir. L'engagement pris par les pouvoirs publics à accompagner la jeunesse dans les secteurs de la science, de la technologie et de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Les startups que nous voyons sont les semences des grandes entreprises de demain. Nous nourrissons l'espoir que très bientôt, notre marché régional consommera les produits de ces jeunes entreprises et contribuera même à leur rayonnement international. Je souhaite rendre un hommage appuyé aux innovateurs, aux porteurs de projets. Ils ont démontré que la science et la technologie façonnées en Afrique par des Africains peuvent répondre aux exigences locales tout en rivalisant sur la scène mondiale. Rendez-vous est pris pour le 3e Forum africain pour la recherche et l'innovation en 2026 au Ghana, désigné comme pays hôte. De retour en Côte d'Ivoire, 400 000 décisions de justice désormais disponibles en version numérique à Gagnoa. Gagnoa, la capitale du district du Godjibois. C'est donc un pas décisif vers une justice plus accessible et moderne, une initiative conjointe de la GIZ allemande et du CNDJ ivoirien. Reportage Godefroy Okambawa. 400 000 pages de décisions de justice couvrant la période de 1946 à 1976, ainsi que des décisions supplémentaires jusqu'en juillet 2024, numérisées, ont été remises au président du tribunal de première instance de Gagnoa. L'objectif est de préserver le patrimoine juridique de la Côte d'Ivoire, d'améliorer l'accessibilité aux décisions judiciaires et de promouvoir la transparence. On a numérisé les journaux officiels de 1919 à 1958 sur un disque dur et ensuite toutes les décisions rendues par le tribunal de Gagnoa depuis 1946 à 1976. Ce projet rentre dans le cadre de notre 4e axe d'intervention qui est la numérisation des textes juridiques. Il est question pour nous de faciliter l'accès à la justice pour tous. À l'endroit des populations, je dirais que le ministère de la Justice est en partenariat avec la GIZ travaille pour que les décisions de justice soient accessibles à tous. Avec l'appui technique et financier de la coopération allemande à travers la GIZ, ce projet de numérisation des archives judiciaires
participe à la modernisation de l'administration judiciaire. Au tribunal de Gagnoa, toutes les décisions de justice de 1946 jusqu'à nos jours pourront être désormais consultées. Il nous appartiendra aussi de nous mettre à la tâche de choisir, de viser les bons tests. C'est une mine qui est à la disposition de tout le monde. Ce projet de numérisation s'étendra aux autres juridictions. Transformation digitale et cyber-résilience, ce sont là des enjeux majeurs pour les institutions de microfinance. À Abidjan, acteurs du secteur et experts tracent ensemble la voie de l'avenir. L'objectif est connu, c'est renforcer la sécurité des données et l'efficacité des services. Lonsine Bakayoko pour les précisions. La microfinance est sujette à des attaques informatiques de plus en plus fréquentes auxquelles les acteurs n'ont souvent pas les moyens techniques pour faire face. Ces attaques concernent surtout les transferts d'argent et les fraudes sur le paiement mobile. Les experts observent donc que la digitalisation des opérations financières au niveau des institutions de microfinance devient un enjeu de survie pour l'activité. Nous avons organisé cette rencontre à l'intention de nos membres pour leur donner les moyens de renforcer leurs capacités en matière de digitalisation. Parce que nous pensons que la digitalisation est un enjeu majeur aujourd'hui dans le secteur financier. Et donc cette rencontre va leur permettre de tisser des partenariats pour renforcer leur gouvernance, pour renforcer les services digitaux à l'endroit de leurs clients. La transformation numérique des institutions de microfinance offre ainsi des opportunités inégalées de simplification des opérations, d'accroissement de l'accessibilité, d'amélioration de la gestion des risques et surtout la réduction des coûts. Le tout ayant pour objectif de garantir l'inclusion financière et de contribuer à la réduction de la pauvreté. C'est une bonne opportunité pour nous de regarder tout ce qu'il y a comme bonne pratique ou bien des moyens d'obtenir de l'accompagnement dans la digitalisation. Également tout ce qui concerne l'aspect sécurité. Donc les deux vont de pair pour pouvoir réussir vraiment sa transformation digitale. Cependant, il est essentiel que les microfinances parcourent avec prudence le paysage numérique en relevant des défis tels que la culture numérique et la confidentialité des données. La 4e édition du forum Women in Logistics Africa s'est tenue à Abidjan, une rencontre stratégique sur les défis du digital dans la chaîne d'approvisionnement. Professionnels et décideurs y réfléchissent à une logistique plus inclusive. Ismaël Evrardeo, Davis Oyo, Adama Kéré. Dans un contexte d'égalité du genre et des chances, l'initiative WILA, Women in Logistics Africa, place au cœur de son forum le leadership féminin et l'entrepreneuriat. Pour cette édition 2025, le débat s'ouvre aux défis et opportunités de la chaîne d'approvisionnement en Afrique dans le domaine de la logistique. Le défi, il est aussi là pour des femmes en termes d'employabilité. Il est aussi présent pour les entreprises leaders dans le secteur de la logistique, comment satisfaire les clients. Et quelque part, il ouvre aussi la transparence sur les process, sur le cheminement des marchandises pour l'intérêt des clients. Défis et opportunités, mais aussi solutions. Le ministère des Transports souligne les avancées et n'occulte pas l'apport de la gente féminine dans le secteur. Nos leviers d'action sont de plusieurs ordres pour accélérer cette dynamique donc de l'inclusion des femmes dans le secteur de la logistique. Il s'agira pour nous de former davantage par le canal des structures de formation des secteurs publics et privés, notamment le FDFP et les lycées techniques, avec des curricula adaptés dès le secondaire. Fondée en 2021, l'association WILA, Women in Logistics Africa, revendique à ce jour plus de 1000 membres à travers 19 pays d'Afrique. Elle s'assigne plusieurs missions, notamment la promotion du leadership des femmes dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique en Afrique. WASCAL, c'est le Centre ouest-africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. Il organise un atelier régional pour booster l'énergie solaire en Afrique de l'Ouest. Il est question donc de créer une plateforme dynamique pour les opérateurs du secteur. Les échanges doivent déboucher sur une meilleure structuration de l'offre verte. Mutualiser les actions en faveur de la promotion de l'énergie verte en Afrique de l'Ouest,
à travers une plateforme. C'est le défi lancé par les experts ouest-africains en changement climatique. Une réflexion régionale est donc ouverte pour poser les bases de cette collaboration. Ce projet se propose d'apporter des solutions techniques en mettant en liaison l'innovation technologique, la recherche scientifique, pour développer des savoirs que nous allons mettre à disposition de ceux qui exploitent les centrales solaires de grande taille connectées au réseau. Cet atelier rassemble les opérateurs de centrales solaires photovoltaïques dans notre sous-région. Et l'objectif, c'est pour qu'ils puissent échanger, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de cadre qui les unit. Et cet atelier vise à les rassembler, à ce qu'ils puissent échanger, créer un réseau et partager les problèmes qu'ils rencontrent ensemble et trouver des solutions ensemble. Ouascal est une organisation intergouvernementale qui regroupe 12 pays d'Afrique de l'Ouest. Sa mission est de renforcer la résilience durable de ses États membres. La plateforme facilitera le partage d'informations, le renforcement des compétences et la collaboration entre les acteurs du solaire en Afrique de l'Ouest. C'était un reportage de Brouillapo et Jean-Marc Djadji. À présent, la page santé de ce journal. C'est un don important des laboratoires Roche au CHU de Treichville. Un nouvel appareil de mammographie. Ce don intervient alors que plus de 3000 femmes sont en attente de rendez-vous. Et ce n'était pas tout. Deux autres établissements bénéficieront bientôt du même équipement. Ce n'est donc pas tout, vous allez le voir, ainsi que nous le disent Didier Nguesson et Joël Gomez. Le CHU de Treichville a un nouvel appareil de mammographie. Il permettra de diagnostiquer le cancer du sein et de le prévenir. C'est un don des laboratoires Roche. Il permettra également de réduire les délais d'attente pour les patients dans le secteur public, qui représentent en moyenne 3000 femmes par an. Après le CHU de Treichville, les CHU de Angré et CHR de Bandoukou recevront le même équipement pour le bien-être de nos mères. Ce don d'une valeur de 65 millions de francs CFA, hors taxes, témoigne d'un accroissement des investissements dans les programmes de renforcement du système de santé. L'adoption d'un mode de vie sain, alliant sport, alimentation et suivi médical régulier peut contribuer à prévenir le cancer du sein. Mais la mammographie est l'examen médical qui situe le patient sur son état de santé. L'appareil que nous recevons ce jour vient renforcer les équipements de prévention et de prise en charge du cancer du sein. Il représente alors bien plus qu'un équipement médical. Il symbolise l'espoir. La prévention est l'une des possibilités d'un avenir meilleur pour des milliers de femmes. Aujourd'hui, grâce à cet appareil, nous faisons un pas de plus vers notre objectif commun, à savoir être un pays où le cancer du sein n'est plus une fatalité, mais une maladie chronique contrôlable. La Côte d'Ivoire a enregistré 3869 cas de cancer du sein, dont plus de 2000 décès, occupant le premier rang des cancers féminins. Toujours dans le secteur de la santé, autre geste de solidarité. Vous allez le voir en image. La communauté Sokagakai a remis des vivres et non-vivres d'une valeur de 3,6 millions de francs CFA à l'hôpital psychiatrique de Bingerville, non loin d'Abidjan. Une action en faveur de la dignité et des droits des patients en psychiatrie. Ce geste marque également un engagement citoyen pour des soins plus humains. Le reportage complet de Marina Menzon, Jean-Marc Djadji et Issa Dambélé vous sera proposé dans nos prochains journaux. Boromba a désormais un château d'eau pour améliorer l'accès à l'eau potable dans le village. L'ex-footballeur international Gervinho, qui en est issu, répond aux besoins essentiels de sa communauté. La ministre Nassana Touré, d'ancienne gloire du football, était présente lors de la remise. Notre correspondant Herman Yamien aussi. L'eau, source de vie, est désormais disponible en quantité suffisante pour tous les habitants de Boromba, village situé à une vingtaine de kilomètres de Bandoukou. Grâce au footballeur international ivoirien Yao Kwasi Gervais dit Gervinho,
Le village vient de bénéficier d'un château d'eau, mettant ainsi fin au calvaire des populations. Je remercie vraiment mon petit frère Gévré, il y a eu une initiative vers ce château-là, en créant vraiment les forages, avec beaucoup de difficultés, chaque fois vraiment les petits pannes. Le donateur Yaoukwasi Gévré dit Gévigno a indiqué que ce château d'eau est une contribution pour améliorer les conditions de vie de ses parents afin de leur éviter les maladies hydriques. C'est un début et on a encore d'autres projets à faire encore pour le village, pour la mutuelle. Mais l'eau, je pense que c'est le plus important, c'est source de vie. Donc, on ne peut rien commencer sans penser à de l'eau. Présente à cette cérémonie, la ministre Nasseremba Touré a souligné la portée symbolique de l'acte de l'international ivoirien. Selon elle, Gévigno prouve qu'on ne quitte jamais ses racines et que le succès n'a de sens que s'il est partagé. Et aujourd'hui, tu partages et tu sais où tu t'en vas parce que tu sais d'où tu viens. Je viens de réaliser aujourd'hui réellement qui tu es et je te félicite et je t'encourage à continuer. Cet acte de générosité, selon les intervenants, s'inscrit dans la continuité des actions sociales de l'ex-footballeur. Gévigno avait offert une ambulance médicalisée, réalisé le reprofilage de la route Bondoukou-Boromba et financé la construction d'un logement pour les instituteurs du village. À Yei, il pleut, c'est l'électricité qui fait la fierté des habitants. Ils rendent hommage au chef de l'État pour l'électrification de leur localité. La fête de la lumière a marqué la fin de l'obscurité et le début d'une nouvelle ère. Une cérémonie festive, donc comme symbole de développement et d'espérance. Reportage Christ Ephraim Diomandé dans un commentaire de Jeanne Toubé. Hier, l'obscurité et aujourd'hui, la lumière. C'est un pas important que vient de poser le village de Goulaleu sur la route du développement. Dans cette localité du département de Zouaounié, région du Tonkpi, les populations s'accordent pour dire que le progrès est désormais à leur porte. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a fait de l'électrification une réalité. Voilà, c'était le rêve de tous les enfants de ce village et le rêve est devenu aujourd'hui réalité. Ce qui va booster tout ce qui est activité économique dans notre village. On ne se voyait pas. On avait les difficultés de se fréquenter dans la nuit tombante. Et nous avons maintenant eu courant, nous sommes très heureux. L'électrification du village de Goulaleu, un vœu longtemps exprimé par les populations et aujourd'hui exaucé. Au président de la République, Alassane Ouattara, toute leur reconnaissance avec l'espoir que les nombreux manques qui plongent Goulaleu dans la léthargie seront comblés. La présidente de la fondation KED, Edwige Déti, cadre de la région du Tonkpi, s'associe au bonheur des populations de Goulaleu. Elle les invite à toujours faire confiance au président de la République, Alassane Ouattara. Le président a changé totalement l'image de notre région en nous sortant de l'obscurité. Disons tous merci au président Alassane Ouattara parce qu'il pense à nos parents, parce qu'il nous fait du bien. Depuis l'indépendance de notre pays, c'est aujourd'hui et grâce à lui que le courant est arrivé dans beaucoup de villages de la région. Les populations de Goulaleu sont dans un bonheur long et infini. Hommes, femmes et enfants s'émerveillent tous les soirs devant l'éclat des réverbères qui illuminent le village. À Tomodi et Dimbokro, au centre de la Côte d'Ivoire, les rois et chefs traditionnels sensibilisent à des élections sans violence. Ils réaffirment leur attachement aux valeurs de paix, de cohésion et de fraternité, un engagement salué par la population en faveur d'un climat électoral serein. On reste avec Eugène Atoubé. La salle de mariage de la mairie de Tomodi comble, signe de l'importance que les populations accordent aux échanges suscités par la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels du Côte d'Ivoire. Comme à l'étape de Boaké, l'essentiel du message des têtes couronnées se résume en cet appel de Sa Majesté Tanoué Amon Désiré. Jeunesse, société civile, citoyens. La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour continuer d'avancer. Elle a besoin de chacun de nous pour grandir dans l'unité. Elle a besoin que nous soyons tous, sans exception, des bâtisseurs et non des fossoyeurs de la paix et du vivre ensemble. À Tomodi, les populations ont donné aux rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire l'assurance d'œuvrer pour le maintien de la paix et la cohésion sociale.
ce message que Nana nous a apporté, nous l'approprions pour que les élections à venir, ces élections se passent dans la paix, dans la tranquillité, pour qu'il n'y ait plus de violence. Tous ces conseils qu'il nous a donnés, nous allons les relayer sur le terrain. Dans la ville voisine de Dimbokro, chef-lieu de la région d'Unzi, c'est le même dispositif qui a été mis en place. La coordination nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire a émis l'idée d'une proposition de loi d'amnistie générale à l'initiative des députés issus des partis de l'opposition. Les représentants de ces partis qui ont exprimé leur désapprobation et invités à réagir sur la question face à notre caméra ont décliné l'offre. Reste que pour les représentants des autres partis et les autres participants à la rencontre, domine la certitude que la paix va guider le scrutin présidentiel prévu pour octobre 2025. On souscrit entièrement à ce qu'a dit le roi et nous invitons tous les autres partis politiques pour régler la question de façon politique. Nous sommes dans cette même dynamique-là. Nous allons porter le message à l'ensemble des jeunes qui n'ont pas été présents afin que nous puissions avoir des élections apaisées. Les rencontres des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire vont s'opérer dans toutes les régions et districts de Côte d'Ivoire. Engager les populations pour des élections apaisées, un défi que les têtes couronnées comptent bien relever. À l'occasion de la fête du 1er mai, 5 communautés chrétiennes de la commune de Yopougon se sont réunies pour un message fort. Elles appellent à l'unité, au vivre ensemble et au respect mutuel. Le maire Adama Bictogo salue une initiative salutaire pour la commune. Le témoignage de Souleymane Donisongo. Rassemblés à la place CP1 de Yopougon, ces fidèles chrétiens réunis au sein de 5 communautés célèbrent la paix et la cohésion sociale dans la prière et la piété. Il nous est paru important de réunir l'ensemble des guides religieux, mais précisément des églises révélées d'Afrique, qui sont composées de 5 communautés principales. Les églises Haris, Deima, Kisani Céleste, Messianique et Papa Nouveau. À le fait de pouvoir non seulement élever la voix vers Dieu, pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir ce climat de paix, ce climat de cohésion. Adama Bictogo encourage à transcender les religions et à privilégier la paix et la cohésion sociale à Yopougon en particulier, mais aussi en Côte d'Ivoire de manière générale. La cohésion de notre commune passait par l'entente, par la relation soutenue entre les différentes religions. Et je voudrais vous remercier. Par cette vision partagée avec les conseils municipaux, cette coordination des guides religieux s'est donnée pour mission de sillonner les différentes communautés religieuses pour lancer le message du vivre ensemble. L'actualité internationale de ce 13h à présent, on va démarrer au Mali où la place de l'indépendance est restée calme hier malgré un fort déploiement policier à Bamako. Les partis politiques ont reporté leur rassemblement après la suspension par les autorités de toutes les activités politiques. Mais en coulisses, la tension monte. Plusieurs cas d'enlèvement d'hommes politiques ont été signalés en 48 heures. Une situation qui ravive les inquiétudes sur le climat politique et les libertés publiques dans le pays. Et puis Macron, Merz et Starmer à Kiev, les dirigeants français, allemands et britanniques sont arrivés ce samedi au matin en Ukraine pour poser les bases d'un front diplomatique uni. Avec le soutien des États-Unis, ils réclament un cessez-le-feu de 30 jours à Moscou, une réponse occidentale coordonnée après la démonstration de force de la Russie. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à tous et à toutes. À demain pour le grand journal du dimanche. Et bien de choses à toute l'équipe de la rédaction qui m'accompagne. La chef des éditions Michel Mambo, réalisatrice Sophie Brou et tous les techniciens et cadreurs ici présents. À demain donc, 13h pour le grand journal.